Bonjour à tous. Après une année blanche, des championnats stoppés et des difficultés financières, les clubs de foot amateurs ont, semble-t-il, une lueur d'espoir. Nouvelles recrues, projets. On fera le point sur la santé du Sarreguemines Football Club dans ce journal avec son président Dominique Maire qui est notre invité du jour. Et hier, sans nul doute, vous avez pu suivre les annonces du président Emmanuel Macron. Nous ferons réagir une représentante syndicale sur la vaccination obligatoire des soignants. Au programme également, inauguration, culture et syndicat des eaux, le tout en images. Le casino des Faïenceries et le pavillon Geiger vont s'illuminer ce vendredi soir à Sarreguemines. Un spectacle de jeux de lumière et de vidéos projetées est en cours de préparation. L'équipe technique installe une trentaine de projecteurs pour cette représentation un peu particulière et des tests sont réalisés tous les soirs afin de régler tous les détails pour que ce spectacle soit parfait. Une double inauguration s'est déroulée la semaine dernière à Neufgrange. Les locaux de l'ancienne école maternelle ont été transformés. Ils accueillent désormais une maison d'assistantes maternelles et une bibliothèque. Ces services de proximité étaient attendus avant même le début des travaux. Une vingtaine de familles étaient déjà intéressées par les services de la MAM. Le syndicat des eaux d'Étain-Calhausen compte près de 800 abonnés. Il vient de procéder au changement de la pompe qui refoule l'eau jusqu'au château d'eau situé à 1 km sur un point haut car elle est aujourd'hui sous-dimensionnée. Le coût des travaux s'élève à 22 000 €. Les Étoiles terrestres ont lancé la 4e édition de Vive les vacances sur les 3 sites verriers de Meisenthal, Saint-Louis et Vingen-sur-Moder. Un atelier L'Art Nouveau part en sucette a eu lieu au CIAV de Meisenthal ce week-end. Une dizaine d'enfants et leurs parents y ont participé. Le but était de fabriquer des sucettes. Chloé Javurek est cavalière de dressage. Elle a intégré l'équipe de France en 2018 à 14 ans et a obtenu la même année une médaille de bronze au championnat d'Europe enfants de dressage et une médaille d'or au championnat de France. À 17 ans, elle vient de participer au championnat d'Europe junior où elle a terminé 11e en équipe et rejoint le top 20 européen en individuel. Vaccination obligatoire pour le personnel soignant et non soignant au contact des personnes vulnérables sous peine de sanctions. Les mots sont tombés hier lors de l'allocution du président de la République et les réactions mitigées, voire virulentes, ont suivi peu après. On fait le point avec la déléguée fédérale FO Santé-Lorraine. J'ai croisé quelques collègues qui sont anti-vaccins, dont la réaction a été ultra violente en me disant d'emblée si c'est comme ça, on va quitter l'hôpital. Je m'interroge vraiment si le gouvernement a conscience des difficultés qu'on a à recruter actuellement. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de personnel qui quitte l'établissement. Et si on a encore des gens qui quittent l'établissement parce qu'ils sont obligés de se vacciner, je ne sais pas comment on va tourner. En ce qui concerne la vaccination en soins contraindre, je pense que ce n'est pas la solution, mais il faudra que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il nous faut des garanties en cas d'accident vaccinal. Et là aussi, vraiment, je reste dubitative parce qu'on l'a vu avec la reconnaissance en maladie pro concernant le Covid. On nous avait annoncé en mars 2020, M. Véran notamment, que tous les soignants seraient reconnus en maladie professionnelle. Or, aujourd'hui, il faut remplir des critères, à savoir avoir été sous oxygénothérapie. Et donc, vraiment, j'ai des doutes quant à la prise en charge en cas d'accident vaccinal et je n'ai plus confiance en ce gouvernement. En France, l'épidémie de Covid-19 reprend ses aises, tandis que les chiffres de contamination ne s'enflamment pas encore en Moselle. Le laboratoire Espace Bio de Saint-Avold, chargé d'analyser les prélèvements en Moselle-Est, montre que sur 5 546 prélèvements effectués du 1er au 11 juillet, 19 se sont révélés être positifs au Covid. Parmi eux, seuls 3 ont révélé le variant Delta et un variant sud-africain. Un peu de légèreté et beaucoup de lumière maintenant. À l'occasion du Summerfest à Sarreguemines, le casino des Faïenciers et le pavillon Geiger vont s'illuminer ce vendredi soir. C'est un spectacle de jeux de lumière et de vidéos projetées qui est en cours de préparation. Petit tour dans les coulisses avec Thibaut Desmerlet. Au casino des Faïenceries, on s'affaire à la technique pour la Summerfest. L'équipe de Thibaut Quillin doit placer une trentaine de projecteurs pour préparer une représentation assez particulière. Un spectacle haut en couleur sur la façade du bâtiment.
Parce que le projet, ça va être de faire du mapping sur la partie droite de la façade du casino, et puis le reste, le balcon ici où on est, en éclairage, et puis on va également avoir de la vidéo sur le pavillon Geiger. Donc voilà, ça va vraiment donner une belle vue d'ensemble. Il aura fallu une journée entière pour installer le matériel. C'est le prestataire Starlight événementiel qui s'est chargé de le fournir. Cet événement, Thibaut Quillin le prépare depuis le mois de mars. Il s'assure que tout soit en ordre avec son équipe. Pour la suite des préparations, nous allons nous diriger vers ce chalet, de l'autre côté de la Sarre. Une fois la nuit tombée, Thibaut s'installe dans sa cabane. Il effectue des réglages tous les soirs pour ordonner les lumières et le mapping vidéo. Si vous voulez tout savoir, le mapping vidéo consiste tout simplement à projeter des vidéos sur une façade pour qu'elles se fondent dans le décor. Un processus qui demande du temps. C'est beaucoup d'heures, de longues heures la nuit de paramétrage où je suis tout seul dans mon chalet à régler la lumière, regarder la vidéo, ce qui marche pas, parce qu'évidemment il y a une différence entre regarder ça sur un petit écran comme ça et puis le voir sur un bâtiment de 10 mètres de haut, quoi. La boucle sera composée d'une partie historique sur la faïencerie créée par Thibaut en partenariat avec les musées et d'une autre plus abstraite réalisée par Jérémy Carré. Il faudra encore quelques nuits blanches pour notre technicien avant la grande première vendredi à 22h. Et le rendez-vous est donné, tout comme vendredi dernier, pour une double inauguration à Neufgrange, une maison d'assistante maternelle et une bibliothèque créée dans les anciens locaux de l'école maternelle, de quoi combler la demande d'accueil des plus petits et faciliter l'accès à la lecture publique. Reportage. On coupe un ruban. Ce coupé de ruban était attendu depuis 2017. En lieu et place de l'ancienne école maternelle se tient désormais une MAM et la bibliothèque de la commune. Deux services de proximité essentiels à Neufgrange, à commencer par l'accueil des plus petits. Le mode de garde d'un enfant est une préoccupation du moment qui est pour le coup importante. Et c'est vrai que ça l'est autant, dans les zones rurales qu'en ville. C'est également le maillon qui manquait dans l'accueil de l'enfant à Neufgrange. Et avec cette maison d'assistants maternels, notre commune peut se féliciter d'accueillir nos enfants de leur naissance jusqu'à leur départ au collège. Un mode de garde qui trouve son public. Avant même le début des travaux, une vingtaine de familles étaient déjà intéressées. Pour la gestion de la MAM, l'OPAL a été sollicité car l'organisme s'occupe déjà du périscolaire sur la commune. La MAM, c'est une MAM classique, donc les parents seront employeurs des assistantes maternelles. Simplement, la collectivité, à l'initiative du projet, nous avait sollicité pour avoir un accompagnement. L'idée, c'était de pouvoir avoir une continuité pédagogique de la petite enfance jusqu'à l'entrée au collège. L'organisme s'est occupé de l'achat de matériel et financièrement a participé à hauteur de 50 000 €. À côté de la MAM, la bibliothèque sent aussi le neuf. Deux espaces reliés physiquement et pédagogiquement. Le jeune enfant, je pense qu'il faut le baigner tout de suite dans le milieu du livre, et je pense que les assistantes maternelles pourront faire des projets de même que la bibliothécaire et que ça portera ses fruits. Le coût total des travaux s'élève à 606 401 € avec des subventions dont 13,27% de la part de l'État et 9,63% du fonds de concours de la Casque. Nous sommes dans une des 15 bibliothèques du réseau de la lecture publique de la communauté d'agglomération. Il faut rappeler que la communauté d'agglomération, qui n'a pas la compétence culture, des fois je le regrette d'ailleurs, mais a la compétence de la lecture publique. Les élus sont convaincus que ce double projet répond parfaitement aux besoins actuels des habitants, mais aussi des communes voisines qui pourront certainement y trouver leur compte. La tendance est de faire disparaître les petits syndicats des eaux qui, à terme, sont appelés à céder leurs compétences à des structures plus grandes, telles que Veolia ou le SDEA. En attendant, pour le confort des abonnés et la qualité du service, les élus continuent d'investir dans leur réseau. Exemple avec le syndicat des eaux d'Étain-Calhausen, en plein travaux. Nous sommes à la station de pompage du syndicat des eaux de Calhausen-Étain. Une impressionnante grue est opérationnelle. Les ouvriers de la Société des eaux de l'Est, une filiale de Suez, s'activent. L'opération a commencé ce matin à 6h. On a sorti les 60 mètres de colonne.
Au bout de cette colonne de 60 mètres, une pompe qui refoule l'eau jusqu'au château d'eau situé à 1 km sur un point haut. Cette pompe est aujourd'hui sous-dimensionnée. Ces derniers temps, surtout l'été dernier, en période de forte consommation, les deux villages cumulés consommaient pratiquement 28 mètres cubes, alors que la pompe initialement doit débiter 30 mètres cubes heure. D'où des problèmes de maintien de niveau. La marge est faible et la pompe a déjà dépassé de 2 ans sa durée de vie théorique. La nouvelle, d'un débit maximal de 45 mètres cubes, permettra d'absorber les pics de consommation. On a 15 mètres cubes à l'heure en plus, qui nous permet de monter en cas de baisse ou en cas de travaux ou en cas de grosse fuite. On peut monter plus vite et de maintenir le niveau. Le coût des travaux s'élève à 22 000 €, dont 16 000 pour la pompe et 6 000 pour un anti-bélier. Ce type d'opération, il n'y a aucune subvention. Donc c'est totalement pris en charge par le syndicat des eaux. Un syndicat qui compte quelques 800 abonnés. L'eau est jugée de très bonne qualité et le risque de panne et de débit insuffisant semble désormais bien écarté. Et les risques sont aussi écartés pour les clubs de foot amateurs. Au mois de juin, le SFC a d'ailleurs repris ses matchs amicaux après une année en dents de scie. On retrouve dans quelques instants Dominique Maire, le président du SFC. Alors Dominique Maire, bonjour. Bonjour. On le sait, c'était une période très compliquée pour les clubs amateurs. Malgré tout, financièrement, vous avez maintenu les salaires, il y a aussi eu les coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, où en est le club d'un côté financier? Alors financièrement, toutes les dettes en cours ont été soldées. Il n'y a plus de dettes au SFC à la date d'aujourd'hui. Les finances se portent plutôt bien, comme pour beaucoup de clubs en France, étant donné que nous n'avons pas eu de dépenses, très peu de rentrées d'argent, c'est sûr, étant donné qu'il n'y a eu aucune manifestation, aucun tournoi, aucune entrée pour l'équipe première. Beaucoup de sponsors ne donnent plus du tout à la même hauteur qu'ils pouvaient donner avant, la Covid étant passée par là. Forcément, voilà. Il y a des répercussions. Mais il y a eu beaucoup moins de frais, beaucoup moins de déplacements. Voilà. Donc les finances du SFC aujourd'hui ont été contrôlées par la CRCC, la Commission régionale des comptes, et on est très 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 bien. Bon, déjà une première bonne nouvelle. Mi-juin, les joueurs ont remouillé le maillot avec une petite reprise, mais entre-temps des travaux ont été entamés au stade de la Blise par rapport au réseau de chaleur. Logistiquement, ça n'a pas été trop compliqué, expliquez-nous. Écoutez, si quand même, parce qu'on voulait organiser des tournois sur le terrain de la Blise avec des jeunes, des tout petits, des un peu plus grands. Ça a été compliqué, on n'a pas pu le faire. Donc c'est des manifestations en moins également. Le terrain a été relativement bien escaté, mais la municipalité a pris ça en main maintenant. Elle a demandé à une société experte de nous remettre le terrain en état et on espère vraiment, je crains un petit peu avec la météo qu'on a ces derniers jours, que tout soit un petit peu délavé. S'il y a eu de la semence de poser, je pense que voilà, elle est partie, il faudra peut-être refaire le travail. Mais vous en êtes sorti finalement quand même, malgré tout Malgré tout, le terrain n'est pas remis en état à la date du jour. D'accord. Donc on ne sait pas du tout si la météo perdure comme ça, ça sera compliqué. Donc oui, pour la reprise des championnats à la rentrée, c'est encore un petit peu en suspens. Alors pour continuer justement en parlant de terrain, on va pouvoir voir de nouvelles têtes. Alors d'après les calculs, c'est 6 départs de joueurs mais 7 nouvelles arrivées. Dites-nous en plus. Bon, on est plus sur 10-12 nouvelles arrivées. Ah oui, quand même. Oui, en parlant de l'équipe A et de l'équipe première, il y a des retours intéressants. Comme par exemple Adel Gandez, mais surtout le plus important, c'est qu'il y a des pointures qui sont restées au club, des gens qui y sont attachés et ils restent avec nous, et ça c'est vraiment ce qui nous importe le plus. Voilà. Donc là, pour le moment, pas de problème au niveau de l'équipe, le terrain est quadrillé à tous les postes. Au niveau de l'équipe, j'en dirai pas plus parce que le mercato n'est pas terminé. Le mercato s'arrêtera le 15 juillet, donc il y a encore des signatures en cours.
il y a encore des possibilités. Les matchs amicaux qu'on a fait contre Hambourg et à l'extérieur à Ilkirch, c'était vraiment pour essayer des nouveaux. Donc le résultat, peu importe, mais le plus important, c'était les essais. Et là, donc, on est toujours encore en cours de discussion et de signature pour un certain nombre de joueurs. Pour l'équipe féminine, pas de départ a priori, mais quand même d'autres joueuses qui doivent signer ? Alors, pour l'équipe féminine, c'est un petit peu plus compliqué. On est encore en discussion avec la coach et son adjoint, Anne-Laure et Lola Kay. On manque un petit peu d'effectifs. Il faut qu'on refasse une campagne de recrutement au niveau de toutes les équipes. Et je pense que ça devrait le faire normalement pour la saison à venir. On espère en tout cas. On peut continuer peut-être sur les perspectives, les projets. D'après l'entraîneur, le premier projet sportif, c'est pour l'équipe 1, qui actuellement est en Régional 1. C'est la remontée, c'est ça, la perspective ? Écoutez, la perspective pour tout coach, effectivement, c'est quand même d'avoir un objectif de remonter le plus rapidement possible. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais c'est toujours un objectif, mais ce n'est pas un projet sportif. Le projet sportif, pour tout joueur ou pour toute équipe et tout autre, aujourd'hui, on a un projet club sur lequel on travaille. On l'a déjà présenté à la municipalité. On pourra refaire tout un sujet là-dessus parce que c'est un projet qui est vaste, où on va inclure de la formation à tous les niveaux, mais également du football loisir, le futsal. Donc il y a un recrutement d'éducateurs aussi à la jeunesse qui est prévu ? Tout à fait. Très bien. Merci à vous d'avoir partagé ces quelques bonnes nouvelles tout de même. On suivra avec attention, bien sûr, la suite de tout ça. On marque une courte pause pour s'intéresser aux prévisions météo. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain mercredi sera placé sous le signe de la pluie et ce toute la journée sans discontinuer. Les températures seront bien en dessous des normales de saison, de 14 degrés au matin à 17 degrés l'après-midi. Demain mercredi 14 juillet, jour de la fête nationale, le soleil se lèvera à 5h41 pour se coucher à 21h27. Très bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Était une fois un festival de spectacles de rue, mais quand la météo s'en mêle, il faut parfois se rapatrier à l'abri. C'est ce qui s'est passé ce week-end à Rohrbach Beach, ce qui n'a toutefois pas empêché le spectacle Le Bistrot de trouver son public. Retour en images. La représentation devait se dérouler à l'extérieur, place de l'Europe. La météo aura décidé le contraire. C'est donc dans la salle Robert Schumann, à Rohrbach Beach, que la compagnie Heinz a présenté ce samedi son spectacle de cirque Le Bistrot devant 195 personnes. À l'heure de la fermeture, un serveur bien peu aimable se voit confronté à une cliente de dernière minute un peu fantasque. Si le spectacle ne dispense pas le public de l'inévitable histoire d'amour entre les deux protagonistes, les numéros de cirque qui s'enchaînent séduisent, eux, le public. Le prochain rendez-vous du festival, Il était une fois, est programmé à Beach ce dimanche à 21h. Vive les vacances! Dans le cadre des Étoiles terrestres, la 4e édition de cette opération a démarré ce week-end sur les 3 sites verriers du secteur. Au programme, des activités pour les enfants et parents, comme l'atelier de confection de sucettes par exemple, c'était à Meisendal. De l'eau, du sucre, du sirop de glucose et du colorant alimentaire, sans oublier une bonne huile de coude. Bienvenue à l'atelier L'Art Nouveau part en sucette,
organisé par le CIAV de Meisenthal dans le cadre des étoiles terrestres. Ce week-end, une dizaine d'enfants et leurs parents ont participé à un atelier de fabrication de sucettes. Pour commencer, on a pris des moules avec des dessins dedans pour faire des sucettes. On a mis un bâton et en fait après on a fait la recette pour faire les sucettes. C'est en train de chauffer et pendant ce temps, on est en train de faire des emballages spéciaux pour les sucettes. Aucun rapport avec la fabrication du verre, me direz-vous ? Eh bien, détrompez-vous. Certaines techniques culinaires s'apparentent aux techniques verrières. Le CIAV a invité une designeuse qui s'appelle Amélia Desnoyers, qui a conçu cet atelier en sachant que c'était un centre d'art verrier. Et le rapport est fait avec la fusion, donc, puisque pour faire des sucettes, on doit monter le sucre en température pour qu'il fusionne. Et il y a aussi le fait de couler le sucre dans le moule. Donc en fait, il y a plein de parallèles avec les techniques verrières, ce qui fait qu'on a pensé que c'était intéressant de le faire avec les enfants. Ça leur permettait de comprendre la fusion à un point un peu plus domestique, entre guillemets, pour qu'ensuite ils comprennent aussi un peu mieux la fusion du verre et tout ça. Défi relevé pour le CIAV, puisque Augustine, par exemple, a bien appris sa leçon. En fait, le rapport, c'est que le sucre, il est un peu comme le verre. En fait, c'est chauffé et après, dans les moules avec les motifs, ça va nous donner un peu comme le verre. D'autres ateliers se sont aussi tenus sur les autres sites verriers du secteur ce week-end. Les étoiles terrestres continuent, comme à la cristallerie Saint-Louis, où l'exposition temporaire Sable brûlant est visible jusqu'au 13 décembre prochain. Et dans le cadre de l'opération Vive les vacances, le musée du Cristal Saint-Louis proposait aussi une animation. Au programme, une visite gratuite des collections du musée. Et les plus jeunes, quant à eux, se sont lancés à la recherche de Chris, une étoile de mer. Elle apparaissait 21 fois disséminée dans les vitrines. À chaque étoile correspondait une question à laquelle les jeunes visiteurs étaient invités à répondre. Une surprise attendait ceux qui répondaient correctement à l'ensemble. Elle aussi a passé des épreuves. Chloé Javurek, cavalière de dressage, est rentrée hier de son voyage d'Espagne après son passage au championnat d'Europe junior de dressage en équitation. Membre de l'équipe de France, Chloé a d'abord passé une épreuve en équipe, puis en individuel. Elle s'en sort avec un résultat honorable, 11e en équipe avec un score de 67 sur 100 et elle rejoint le top 20 européen en individuel avec un score de 69,6. Avant son départ, nous l'avions rencontrée chez elle. Voici son portrait. Mes parents avaient un élevage de chevaux de sport. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 4 ans et le dressage je devais avoir 10 ans je pense. Aujourd'hui, Chloé en a 17. Elle est cavalière de dressage, une passion qui lui a été transmise par sa mère, Sophie. En 2018, âgée de 14 ans, elle intègre l'équipe de France et participe au championnat d'Europe enfants de dressage. Une compétition qui révèle son talent, elle y décroche la médaille de bronze. La même année, elle obtient une médaille d'or au championnat de France. Au même titre que le saut d'obstacle ou l'attelage, le dressage est une discipline équestre sportive avec ses propres règles. On a des figures imposées et on est noté sur chaque figure donc de 1 à 10 et donc on essaye d'avoir la meilleure note, de le faire le mieux possible pour pouvoir avoir le plus de points sur nos reprises. Je trouve ça très beau et puis la technicité de la chose. Il n'y a aucune erreur qui est possible, tout est maîtrisé et contrôlé. Plus d'incurvation, sa jambe extérieure, un peu plus d'impulsion. Pirouette au pas, galop allongé, trot allongé, Chloé s'entraîne quotidiennement. En 2019, elle avait arrêté la compétition pour préparer son changement de catégorie. Elle concourt désormais chez les juniors où le niveau est bien plus relevé. Tout juste revenue des championnats d'Europe en Espagne, la cavalière a réalisé une nouvelle performance, un score de 69,6 sur 100 qui lui permet de rejoindre le top 20 européen. Ces résultats, Chloé les obtient grâce à la complicité qu'elle a tissée avec sa monture, Gaiento. Gaiento pour moi c'est absolument tout, c'est mon meilleur ami, mon pote de bêtises, c'est mon copain de travail, enfin c'est tout. Il n'était pas censé être pour moi, il devait être pour ma maman et donc je l'ai eu au mois d'avril et 3 mois après j'étais au championnat d'Europe et on est médaille de bronze.
Donc ça tout de suite, le feeling a marché tout de suite. Détente, partage, rencontre, l'équitation rythme la vie de Chloé. En septembre, elle fera sa rentrée en classe de terminale. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard. Je veux travailler dans le cheval, certain. J'aimerais être vétérinaire, donc là j'ai les matières qu'il faut. Et pourquoi pas après continuer ma carrière de cavalière professionnelle, etc. Un chemin tout tracé. En attendant, Chloé et Gaiento préparent déjà la prochaine échéance, les championnats de France de dressage qui ont lieu en octobre, une compétition à laquelle les deux sportifs comptent bien se faire remarquer. Et on continue de mettre à l'honneur les jeunes et le Plat avec ce deuxième court-métrage des élèves du lycée Jean de Pange. Cette fois-ci, il s'attaque à la situation sanitaire qui a changé les codes et les habitudes de la population. Regardez. Le paysage, c'est le petit spectacle, et puis un petit... Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Jetzt ist es so, überall Maske tragen. Ich bin der Marcel aus Sarreguemines und ich gehe jetzt auf die Arbeit. Ich bin Judith Hoffmann, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Sarreguemines. Hier in der Moselle ist überall Maskenpflicht. Wir arbeiten beide zusammen in einer Entreprise als Sekretär. Wir nehmen euch heute mit in unser Alltag mit der Sanitätskrise. Das alles hat seine Vor- wie Nachteile. Vorher, da hatte ich die Maske nicht gebraucht. Jetzt muss ich sie immer wieder anziehen. Es ist wichtig, sich die Hände zu desinfizieren, wenn man ins Büro kommt und immer Abstand mit den Kollegen haben. Ich habe aber Probleme mit dem ganzen Desinfizieren. Ich muss mal immer wieder Creme drauf machen. Natürlich haben wir Abstand zwischen beiden Büros und man lüftet auch regelmäßig. Manchmal schaffen wir auch von zu Hause aus. Das ist manchmal ganz praktisch, manchmal auch nicht, da die Kinder nerven. Hallo Judith und Marcel, ich bringe euch noch einen Nachschub an Handdesinfektionsgel und Maske. Danke, die kann man immer gebrauchen. Und die Barriere nicht vergessen zu respektieren. Ach, ich sehe, dass nicht die Fenster aufgemacht und prima. Ich gebe ein Bonus für die Angestellten, wo die Barrieren respektieren. Merci, es ist ja normal, die andere zu schützen. So, jetzt muss ich zu einer Sitzung gehen und vergesse nicht, das Büro zu desinfizieren, bevor ihr heimgeht. Bis morgen. Ei, da können ja nur zwei nennen. Geh du zuerst. Gestern nicht die Hände zu desinfizieren und immer Abstand halten und auch die Maske tragen. Bonjour. Ich hätte gern ein Baguette und ein Croissant. Ja. Unser Leben hat sich schon viel geändert. Vieles können man nicht mehr machen. Es nervt uns, aber es gibt Schlimmeres und man soll es Positive sehen. Bleibe gesund und passe immer gut auf euch auf. Et pour suivre toute l'actualité locale, retrouvez-nous sur notre site internet, mais aussi sur notre page Facebook. L'émission touche à sa fin, passez une très belle journée et à très vite.